Bonjour à toutes et à tous, les gens de Toulouse, quoi, vous n'êtes pas que de Toulouse, je pense. Désolé de ne pas être physiquement présent avec vous, mais je dois en même temps faire un cours à la fac de Besançon, donc je ne pouvais pas être à deux endroits en même temps. Je vous propose, et il y aura peut-être des questions, hein, donc dans le petit temps qu'on a vu ensemble, de vous parler un petit peu de la responsabilité des ARM, en sachant que la MACSF intervient dans, je crois, aujourd'hui 5 ou 6 CFARM sur cette question de la responsabilité, donc dans le cadre de votre formation initiale, pour faire un point par rapport à ça. Et à titre personnel, j'ai écrit la partie juridique du référentiel métier des ARM avec la Société française de médecine d'urgence, commande du ministère pour essayer un peu de fixer les contours de votre profession. Hein, et c'est un document sur lequel je vous dirai peut-être un petit mot. Vous verrez, j'ai transmis ma présentation, donc si vous la voulez, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien de confidentiel dedans. Je peux commencer par peut-être deux exemples de mise en cause. La régulation médicale est l'objet de régulières mises en cause en termes de responsabilité des différents membres de l'équipe. Alors on est plutôt sur la responsabilité du médecin aujourd'hui plus que de l'ARM. Mais comme c'est un travail d'équipe, il est vrai que nous avons des mises en cause, en tout cas au départ, pas forcément de condamnation de l'ensemble de l'équipe. Je vous montre juste deux dossiers pour voir un peu les problèmes qui se posent. Là, c'est un patient qui a eu à la fois les pompiers et à la fois le médecin régulateur. Sur quelqu'un un homme d'une cinquantaine d'années qui disait qu'il se sentait pas très bien et qu'il crachait du sang. Il a dit au niveau de la régulation des pompiers qu'il remplissait la moitié d'une bassine hier soir de sang. Euh, donc, il a été mis en relation par les pompiers avec un ARM du SAMU. Donc, on a bien noté ce passage par l'ARM et qui, lui, fait son job d'ARM, hein, et qui transmet l'appel au doctorat qui est médecin régulateur. À ce moment-là, avec le médecin régulateur, le patient est moins alarmant. Hein, et le médecin régulateur va donc l'inciter à aller consulter son médecin de ville le lendemain, car il n'y a pas de médecin de garde sur le secteur le soir. À la fin de la conversation, il lui donne des conseils et il lui a dit, bah, si vous avez mal dans la nuit, vous rappelez. Le lendemain, il est trouvé décédé à son domicile par sa famille. On a une expertise et lors de l'expertise, il est indiqué que le médecin régulateur aurait dû provoquer un secours vu les éléments qu'il avait recueillis pour pouvoir bénéficier d'une réanimation appropriée. Et il considère qu'il y a une perte de chance de 95%, comme vous voyez sur l'avis d'expertise. Pour sa défense, le médecin disait que l'interrogatoire était rassurant, hein, et surtout que la fiche d'information informatisée, et ça c'est un point très important de ce dossier, créée lors de l'appel aux pompiers et qui mentionnait la quantité de sang régurgité la veille, n'était apparue sur son ordinateur qu'après la fin de la régulation, 3 minutes après avoir repris l'appel et finalement raccroché. Et lors de l'entretien, le patient avait dit que les saignements avaient cessé. Le tribunal correctionnel va condamner le médecin régulateur sur la base de l'homicide involontaire à 9 mois d'emprisonnement avec sursis. Bon, ça me permet également alors le but c'est pas de plomber l'ambiance, hein, de votre congrès, mais ça me permet quand même de vous montrer les conséquences juridiques possibles derrière. On a fait appel de cette décision. Hein, on a bien réécouté les enregistrements. Et là, dans le cadre des enregistrements, nous avons quelque chose qui est relativement clair. Hein. Et comme le soutenait le médecin régulateur, la quantité de sang n'avait pas été mentionnée par le patient lui-même, alors que ça a été mentionné aux pompiers. Hein. Voilà, donc devant la cour d'appel, il a été décidé que cette erreur de diagnostic peut pas être qualifié de faute caractérisée au sens pénal. Hein. Je vous rappelle qu'au pénal, il faut une faute caractérisée, car le médecin ne disposait pas de toutes les informations nécessaires et la relaxe a été obtenue en appel.
Ça vous montre aussi que il faut quelquefois se bagarrer dans les dossiers pour obtenir gain de cause. Le deuxième dossier que je voulais vous présenter, c'est une histoire d'enfant de 17 jours qui présente une fièvre importante qui donc avec un appel au centre 15 et qui a été dirigé vers la maison médicale de garde pour se faire délivrer du paracétamol. Le médecin qui l'a reçu n'a rien vu d'anormal qui l'a inquiété. Il a confirmé le paracétamol pour faire tomber la fièvre. En réalité, c'était une méningite à pneumocoque et cet enfant est extrêmement lourdement handicapé du fait des conséquences de cette infection. Là aussi, et je vous le rappelle, dans chaque dossier, il y a une expertise médicale et que l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui en termes de régulation, c'est l'absence d'experts spécifiques en régulation médicale. Donc, on va nommer un urgentiste qui fait pas forcément de la régulation, un médecin anesthésiste qui fait pas du tout de régulation, ou un médecin légiste qui n'a jamais mis les pieds dans une salle de régulation. Donc ça va être assez compliqué à leur faire comprendre la difficulté du métier, notamment le fait que on peut avoir plein d'appels à gérer en même temps et qu'on n'a pas forcément toute la concentration nécessaire sur l'appel en question. Donc on a une procédure qui a été mise en œuvre, et là on a un débat qui est intéressant entre le médecin qui a fait l'examen dans la maison médicale et qui est passé à côté du diagnostic et le médecin régulateur qui a décidé de l'envoi vers la maison médicale de garde, cet enfant de 17 jours, plutôt que d'envoyer un secours. Voilà. Le médecin de la maison médicale de garde est condamné à réparer un préjudice et en fait, il va mettre en cause, lui, le médecin régulateur du SAMU. Et ça, c'est intéressant aussi comme processus, puisque les parents n'avaient pas au départ attaqué le médecin régulateur, mais c'est l'effecteur choisi finalement, puisque c'est la maison médicale de garde, qui dans sa défense dit « oui, mais en fait, vous auriez dû d'emblée envoyer vers un secours, notamment l'intervention d'un SAMU ou en tout cas les urgences pédiatriques. » Et dans cette affaire, finalement, il a été reconnu que la majorité de la responsabilité pèse sur le médecin régulateur qui, devant les recommandations professionnelles sur la méningite bactérienne chez l'enfant, disait que de toute façon, pour un enfant de moins de 28 jours, il faut toujours faire hospitaliser l'enfant et que ça se discute même pas. Donc, pourquoi j'ai choisi aussi le dossier? Bon, c'est pour vous montrer un peu le processus, et c'est aussi pour vous montrer que, on va se servir des recommandations professionnelles pour pouvoir apprécier la responsabilité, puisque en fait, la responsabilité, c'est assez simple, c'est la comparaison entre les bonnes pratiques et ce qu'on a fait ce jour-là. Et donc, si vous avez des process, des bonnes pratiques dans votre centre 15, c'est ça qu'on ira voir en premier pour apprécier votre éventuelle responsabilité professionnelle. Voilà. Quelques spécificités de l'urgence. Et puis après, je voudrais peut-être qu'on focalise sur votre métier d'ARM. Et puis peut-être aussi, il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à les mentionner. L'urgence ne justifie pas l'incompétence. Ça, c'est très vrai. Je vous ai mis quelques éléments à retenir quand même. C'est très important ce que je vous dis là, c'est-à-dire que surtout pour des professionnels de l'urgence, on ne pourra pas dire vous plaignez pas trop parce que c'était urgent, on a fait comme on a pu. C'est un argument qu'on a longuement développé mais qui ne fonctionne plus. Deuxièmement, l'urgence ne couvre pas une illégalité. Notamment, je pense à la question de du glissement de tâche et un ARM qui ferait un peu trop le médecin régulateur. Vous savez, on le reverra peut-être dans les recommandations, que l'ARM a une place assez bien définie dans l'équipe, même si les recommandations vous donnent la possibilité de ne pas transférer 100% des appels au médecin régulateur. On en redira un mot peut-être. Des principes sont adoucis. Par contre, dans le cadre de l'urgence, l'urgence, par exemple, la fameuse obligation d'information sur les soins, bien évidemment, la priorité, c'est de délivrer les soins et ça n'est pas de délivrer cette information.
L'urgence va permettre d'expliquer l'existence de moyens limités. On peut se retrouver, par exemple, dans une situation où on n'a plus de véhicules du SMUR pour intervenir. On va l'expliquer. Et on va dire que on a envoyé un effecteur qui était peut-être pas celui auquel on pensait naturellement, mais que par rapport aux moyens qu'on a, on les a correctement utilisés. À ce propos d'ailleurs, puisqu'on a eu quelques poursuites par rapport à ça, on n'a pas à garder son dernier véhicule du SMUR au cas où il y ait encore plus urgent. Ça, c'est important de le dire. Moi, j'ai eu un dossier comme ça où, en fait, il y avait 3 véhicules armés et le troisième ne sortait jamais, en se disant oui, mais s'il y a plus grave, oui, mais s'il y a plus grave. C'était un dossier de douleur thoracique. On n'a pas envoyé cette équipe sur quelque chose qui relevait vraiment d'un SMUR, avec finalement des séquelles importantes chez le patient. Le juge a dit, si vous avez 3 camions, c'est pour que les 3 sortent. Et vous n'avez pas à le garder au cas où il y ait encore plus grave. Voilà. Alors, c'est la juste utilisation des moyens. Alors, on comprend l'angoisse de se démunir de ce dernier moyen au cas où il y ait un carton sur l'autoroute. On l'entend bien. Mais on vous dit aussi que les moyens fournis doivent être utilisés. C'est un juste équilibre à trouver par rapport à ça. Et enfin, et c'est très important, dans les dossiers d'urgence, souvent le reproche en fait va peser sur l'absence de déclenchement rapide des moyens adaptés, et donc la conséquence, ça va être la perte de temps, parce que ce moyen adapté va finir par arriver, mais avec retard. Et ça va être très compliqué de mesurer le préjudice lié à cette perte de temps. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces spécificités par rapport à ça. Je vais passer mes stats parce que vous n'aimez pas ça, même si moi j'adore ça. Derrière, je vous dis quand même que pourquoi les patients attaquent, puisqu'on est en train de parler de responsabilité quand même de procédure. Le premier objectif reste quand même la réparation du préjudice, selon une vieille étude qui a jamais été démentie par rapport à ça, et que dans un deuxième temps, c'est une sanction envers l'équipe médicale. Le choix du type de procédure est fait par la victime. Et donc, je vous rappelle que vous, à titre personnel, en tant qu'ARM, la demande de réparation financière portera sur votre employeur, l'établissement public de santé, et que c'est bien l'assureur de l'établissement public de santé qui devra procéder à la réparation du préjudice. Par contre, si la victime fait le choix d'une procédure pénale où votre employeur décide de vous poursuivre dans une procédure disciplinaire, à ce moment-là, c'est une affaire qui vous est strictement personnelle et que vous ne pouvez pas compter sur votre employeur pour vous défendre au pénal. J'espère que c'est bien clair dans votre tête parce que c'est pas toujours très précis dans la fonction publique et je tenais à le rappeler. Et que le choix entre une demande financière à l'hôpital ou une procédure pénale contre les agents hospitaliers, c'est un choix de victime, uniquement de victime, en fonction de son objectif. Notre expérience de l'urgence est qu'on va plutôt vers le pénal. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà une infraction spécifique à la non-assistance à personne en péril qui peut permettre de trouver une application directe par rapport à ça. Autre point quand même, je vous ai dit tout à l'heure que la prise en charge financière, l'indemnisation financière appartient à votre employeur. Il y a quand même une exception qu'il faut avoir en tête, qui s'appelle la faute détachable de la fonction. C'est-à-dire une faute tellement grave que c'est plus un agent public qu'on juge, mais c'est un simple citoyen et qui va devoir répondre en tant que simple citoyen de ses manquements. Alors pourquoi je vous en dis un mot à vous spécifiquement ARM, c'est que la jurisprudence semble considérer qu'une non-assistance à personne en péril, qui est une faute d'humain, c'est une faute de comportement, serait systématiquement une faute détachable de la fonction. Donc on peut très bien imaginer un assureur d'hôpital qui est amené à défendre un dossier de non-assistance à personne en péril, refuse d'indemniser les conséquences financières quand l'ARM est condamné pour non-assistance à personne en danger.
Euh, c'est vraiment un cas à risque. Alors, il y a peu de jurisprudence en France sur le sujet, hein, pour être très clair avec vous, mais on en a quelques-unes. Et comme c'est l'infraction de la régulation, la non-assistance, en fait, la non-assistance et l'homicide involontaire, c'est les deux infractions de la régulation, c'est important que nous en parlions un petit peu. Donc voilà, après on a différentes techniques d'indemnisation ou de répression. Bon, je vous passe sur les détails parce qu'on n'a pas trop le temps. Pour arriver un petit peu au texte, hein, sur lequel on va se baser pour apprécier la responsabilité en fait. Aujourd'hui, on va utiliser deux textes que vous avez sous les yeux, qui sont pas d'ailleurs hyper récents, hein, 2011 et 2016. Hein, on va utiliser les recos de la HAS, hein, modalité de prise en charge d'un appel de demande de soins non programmés dans le cadre de la régulation médicale, hein, les recos de 2011. Et puis, je vous en disais un mot tout à l'heure, le référentiel métier des ARM. Pourquoi le juge fait ça? C'est parce que en France, on n'a pas de juge dédié à la santé, donc il connaît pas votre métier. Hein, vous demandez au juge qu'est-ce que c'est qu'un ARM, il vous connaît pas, parce qu'il en a jamais jugé et il en jugera jamais d'autres. Hein, donc il faut qu'il se renseigne. Alors, il va nommer un expert sur la partie technique de la régulation, on va écouter la bande, hein, et il va aussi regarder un petit peu l'environnement juridique par rapport à ça. C'est une reco de la Haute Autorité de Santé qui a une valeur très forte en fait, hein, puisque c'est une agence d'État qui est mandatée pour écrire des recos. Ça a beaucoup plus de poids qu'une reco d'une société savante comme celle de la SFMU par exemple. Alors, je vais juste prendre 3-4 éléments dans chacun des documents, les documents utilisés par les juges en fait. Déjà, les recos de la HAS, ce qui est important, c'est que les destinataires, c'est l'ensemble des intervenants, donc elles sont aussi écrites pour vous. Hein, c'est pas des recos qui ont été écrites pour les médecins coordinateurs exclusivement, mais c'est tous les intervenants. Euh, Très important dans les généralités, hein, il est écrit, vous voyez, le médecin régulateur peut ne pas prendre l'appelant personnellement en ligne, mais la décision mise en œuvre par l'ARM est soumise à la validation du médecin et donc prise in fine sous la responsabilité du médecin régulateur. Ne vous trompez pas en lisant ce texte, ça ne veut pas dire que l'ARM n'est pas responsable de sa propre décision. Ça veut dire que vous devez toujours en référer au médecin régulateur qui confirmera ou modifiera votre propre décision. Mais c'est important pour moi, c'est important qu'il ait été écrit quand même que il est possible que vous gériez seul l'appel en tant qu'interlocuteur direct de la personne. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé, mais en tout cas, on n'est pas hors norme derrière. Hein. Donc voilà. Donc, je vous l'ai bien dit, hein, au pénal, c'est la responsabilité personnelle. Donc le fait d'écrire que l'ARM travaille sous la responsabilité du médecin régulateur n'impacte pas le caractère personnel de la responsabilité pénale. Voilà. Après, on fait les différents, je dirais, différents types d'appels. Et puis, on fait surtout je vais dire, le contenu des échanges et les actes des uns et des autres. Très important parce que on a eu une très célèbre affaire de régulation médicale au SMUR de Saint-Nazaire, hein, qui a conduit une condamnation qui avait ému tout le monde il y a maintenant une quinzaine d'années, sur la question du bilan de l'effecteur. Hein. Les juges mettent la barre, je trouve, extrêmement haut, hein, en disant que vous êtes censé normalement recueillir le bilan de l'effecteur pour pouvoir clôturer votre dossier de régulation. Encore faudrait-il, et ça on a du mal à expliquer aux juges, que les effecteurs fassent un bilan et prennent la peine de vous le communiquer. Mais quand est-ce que se termine l'acte de régulation? C'est une vraie question qui est posée par cela. Voilà. Donc il est décrit, voilà, notamment votre caractère professionnel, et la disponibilité en permanence d'un médecin régulateur, y compris en nuit profonde, bien évidemment. Hein. C'est pas inutile, hein, lors de la réception initiale d'un appel, l'ARM procède de façon méthodique. J'ai envie de vous faire aussi passer un message, c'est toujours vous le patron de l'appel.
Hein. Quelquefois, moi je fais des formations, on écoute des enregistrements qui se sont mal passés, et souvent on sent qu'à un moment, l'appelant a pris le pouvoir dans l'appel. Et c'est pas ça la règle. Hein. La règle, c'est vous êtes le patron de l'appel, ça veut dire que c'est vous qui l'organisez, c'est vous qui posez les questions, et c'est vous qui reposez les questions si vous n'avez pas les réponses satisfaisantes. En fait, l'idée, c'est vraiment la méthode. Hein. Vous voyez, je fais référence à ce qui a été fait au centre, l'équivalent du centre 15 de Londres pendant les Jeux Olympiques, qu'on va vivre d'ailleurs bientôt en France. Euh, ils ont fait des fiches pour là c'était des infirmiers régulateurs à Londres, euh, des fiches obligatoires de gestion d'appel. Voilà. Avec un score d'urgence suite aux 10 questions qui entraînait un peu automatiquement la gestion des effecteurs. C'est un peu ça qu'on attend. Voilà. Et là où on attend aussi, c'est est-ce que les bonnes questions ont été posées et les bons réflexes ont été faits par rapport à ça. Voilà. Et dans votre métier, vous voyez, il est écrit hein, que vous qualifiez le niveau d'urgence. C'est le cœur de votre métier. Hein. Et là où on peut vous reprocher, c'est d'être passé à côté d'un critère pour qualifier votre niveau d'urgence. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cet élément-là, avec les différentes suites de l'appel. Hein, et on insiste aussi la possibilité pour le médecin régulateur de faire du conseil médical ou de la prescription médicamenteuse. Maintenant, le dernier texte sur lequel je voulais vous dire un mot, c'est la fiche métier des ARM qui est très centré sur l'ARM, qui est très descriptif, hein, voilà, avec des éléments qu'on a voulu mettre en place. Hein. J'ai voulu qu'on insiste un petit peu sur le secret professionnel. Toute la journée, vous recevez des informations qui sont toutes couvertes par le secret professionnel. C'est très important que vous soyez très clair dans votre tête là-dessus et qu'il n'y ait aucun débordement. Vous pourriez gérer un appel de quelqu'un de connu, soit de quelqu'un de célèbre, soit quelqu'un de connu de vous-même. On vous demande de vous taire, y compris dans votre milieu familial. Hein. Voilà, ça doit rester complètement derrière. Voilà. Autre élément, maîtrise du comportement dans sa relation à l'autre. Là où on a aussi des procédures, rappelez-vous l'affaire de Strasbourg, hein, puisqu'on a même une diffusion dans les médias de contenu de l'entretien, c'était vraiment une histoire de non-maîtrise du comportement. Et je vous avoue que pour avoir écouté quelques bandes de 15, je suis totalement admiratif sur la manière dont l'ARM a gardé son sang-froid face à des menaces, des insultes, des propos totalement inacceptables derrière. Sachez aussi que l'enregistrement peut aussi être utilisé par vous. Hein, si vous êtes victime de propos sexistes, racistes ou autres dans le cadre de la régulation, vous avez tout à fait la possibilité, bien entendu, de porter plainte car ces comportements sont totalement inacceptables. On a insisté sur la limitation des sources de dispersion, des temps dédiés. Voilà, on aurait du mal à comprendre un ARM qui, pendant son temps de travail, dialogue sur Facebook avec les copains. Voilà, je vous le dis parce que on a quelques procédures disciplinaires en cours exactement sur ce sujet. Hein. Voilà, donc les hiérarchies. On a aussi mis des objectifs sécuritaires, hein, les fameux temps de pause, hein, limiter les tranches horaires. Tout ça, c'est pour gérer le fameux facteur humain en accident. Voilà. Enfin, on a une partie où on a parlé de la responsabilité professionnelle des ARM. Alors, petite précision, depuis qu'on a écrit ce texte, la loi de 13 juillet 1983 a été abrogée et inclus dans ce qu'on appelle le code de la fonction publique. Mais je vous rassure, les dispositions, c'est du copier-coller. Ce sont les mêmes. Hein. Donc, vous verrez, moi je vous incite à lire ce texte. Hein, on parle bien de la protection fonctionnelle pour la partie financière des demandes et on parle bien de la responsabilité pénale personnelle de l'ARM. Et enfin, sous les yeux, vous avez, c'est pas mal qu'on s'arrête là-dessus, hein,
pour clôturer un petit peu ma présentation. J'ai voulu mettre les différentes fautes qui peuvent être reprochées aux ARM. Hein. Bien sûr, pas de prise d'appel, hein, erreur dans le recueil des données, absence d'écoute des doléances du patient, mise en attente d'un appel qui aurait dû être prioritaire. Je pense que là, on est sur quelque chose d'absolument central. Absence de transmission d'éléments importants au médecin régulateur. Tout à l'heure, je vous ai montré un dossier où le médecin régulateur n'avait pas tous les éléments. Là, c'était en provenance des pompiers. Hein. Pas de transmission au médecin régulateur réel de l'appel alors que ça l'exigeait. Une décision personnelle ou un conseil erroné. Le non-respect des protocoles de service, comme je vous l'ai dit, c'est très, très important. Et puis, ben, vous pouvez aussi perdre votre sang-froid. Hein. Hein, je pense qu'on peut aussi avoir des problèmes personnels qu'on va amener dans la salle de régulation et que vous pouvez tenir des propos qui peuvent être l'objet de sanctions. Un dernier petit point. Voilà, on est en train de se poser un certain nombre de questions. Notamment, je ne sais pas où vous en êtes dans vos centres 15 respectifs sur l'arrivée de la visio dans les centres 15, hein, puisque on a beaucoup pratiqué la visio pour les téléconsultations pendant la période de Covid. On s'est aperçu que la visio pouvait apporter quelques éléments. Donc voilà, c'est des vraies questions. Hein. Est-ce qu'on demande aux patients d'envoyer des photos ou pas? Ces photos, est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on demande aux patients d'allumer sa caméra? Si on a la possibilité d'avoir un entretien par visio, qu'est-ce que ça apporte en plus? Est-ce qu'on conserve ces données? Voilà, c'est des vraies questions aujourd'hui, je pense, dans les centres 15. Et puis, ma dernière petite alerte, c'est pour les appels qui peuvent paraître extrêmement simples. Comment on gère ça? Par exemple, un appel pour avoir le numéro de la pharmacie de garde. Voilà. Est-ce que vous faites juste du renseignement téléphonique en disant c'est la pharmacie du Soleil rue de Paris, point barre, ou est-ce que vous explorez la demande pour savoir pourquoi la personne demande la pharmacie? Mais si je commence à explorer, je mets la main dans un engrenage, donc je dois aller jusqu'au bout. Voilà. Et puis ma dernière question, parce que je l'ai eu souvent de votre part, hein, les ARM, c'est sur les raccrochés. Voilà. Comment on gère? Il y a deux types de raccrochés. Hein. Il y a le raccroché avant le décroché, quelqu'un qui était en appel et qui a jamais pu être pris. Est-ce qu'on conserve ou pas ses numéros et qu'est-ce qu'on fait? Et puis il y a les raccrochés pendant l'appel, notamment la question du raccroché où on n'arrive pas à rejoindre la plan derrière. Ça peut être des raisons techniques ou ça peut être des raisons de santé. Voilà, alors dans un temps très réduit, à une vitesse accélérée, les quelques éléments que je pouvais vous transmettre dans le cadre de votre réunion. Maintenant, si vous avez du temps ou si vous le souhaitez, je suis à votre disposition pour les questions. En tout cas, merci pour votre écoute. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que tout a été clair pour vous? Bonjour Monsieur Decroix, Eric chez ARM au 74. J'ai la slide devant les yeux sur les fautes pouvant être reprochées à l'ARM. Entre autres missions, on a une mission de trier l'appel, l'appelant, soit médecin généraliste, soit médecin urgentiste. Et bon nombre d'ARM sont confrontés dans les centres 15 à l'absence de médecins généralistes. C'est un défaut de service public et je vois une mise en attente de l'appel alors qu'il aurait dû être prioritaire. Effectivement, si l'ARM a omis de poser certaines questions, et qu'il le met en file d'attente généraliste avec plusieurs heures d'attente de décrocher, est-ce que sa responsabilité pourrait être mise en avant sur ce type de pratique? Alors oui, une mise en attente, oui. Alors une fois de plus, je l'ai peut-être pas dit assez fortement, obligation de moyens et pas de résultats. Ça c'est très très vrai dans votre métier. Hein. Votre métier, c'est d'utiliser les moyens à votre disposition. Si je n'ai pas les moyens, il n'y a pas de faute. Hein. On peut vous faire des reproches, mais il n'y a pas de faute. Si vous mettez en attente un appel qui nécessitait soit une action réflexe, hein, donc un déclenchement de SMUR,
c'est là où on vous attend aussi un peu au tournant sur cette action réflexe. Soit il fallait passer sans attendre au médecin régulateur et court-circuiter un petit peu les autres. Vous engagez pleinement votre responsabilité s'il y a eu une attente excessive et un préjudice lié à cette attente. Alors après, on va essayer d'expliquer au juge le contexte et l'existence d'autres appels urgents au même moment qu'on ne pouvait pas traiter tous en même temps. Hein, d'où l'importance d'ailleurs d'une très bonne traçabilité du temps où ça s'est passé pour expliquer qu'au même moment, voilà l'activité qu'on avait. Parce que ce qui est un peu pervers dans la régulation, c'est que au moment de l'expertise et au moment du procès, on va tous écouter la bande. Mais on n'a qu'une bande à écouter, en fait. On n'a que cette régulation. Et on n'a pas du tout le contexte quand on écoute la bande. Et la bande, on l'écoute tranquillement à 10 heures du matin alors qu'on est tous parfaitement réveillés. Alors que c'est une régulation en nuit profonde. Donc notre travail, ça va être d'essayer de recontextualiser pour expliquer les décisions prises par l'ARM, notamment de mise en attente de l'appel. On a vu tout à l'heure un dossier de méningite chez un enfant de 17 jours. Si les recos nous disent enfant de moins de 28 jours égale hospice 6 fièvres, car suspicion d'une infection grave, moi quand j'entends ça, c'est un appel qui ne peut pas attendre. Hein, c'est un appel qu'on ne peut pas mettre en attente. Parce que les recommandations nous disent, de toute façon, chez les enfants de moins de 28 jours, c'est forcément une hospice. Alors, soit l'ARM fait le job de partir vers une hospice, voire d'organiser un transport, si les parents ne peuvent pas le faire eux-mêmes, soit je passe directement l'appel au médecin régulateur. De toute façon, c'est des choix. Hein. Toute votre carrière, c'est des dilemmes parce que vous êtes sur des moyens limités face à des exigences extrêmement fortes. Mais oui, c'est pour ça que moi j'ai mis, puisque ça c'est la partie que j'ai écrite, j'ai mis cette source de responsabilité qui me semble centrale. Oui. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne poursuite de votre congrès. Je sais que il y a mon collègue Marc Léandry qui est avec vous. Donc s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez lui poser à lui en direct, il n'y aura pas de souci.